Donc, je vous propose un rapide topo sur le sirénage, pourquoi, comment et comment ça se passe chez nous. Je vais faire une présentation très rapide de qui on est. Moi, je suis Pierre Delaurent, je suis donc le responsable des ventes indirectes de Smart Data for Lead. Smart Data for Lead étant un acteur de la data B2B avec un peu plus de 40 ans d'existence actuellement. On a une triple activité. On est producteur de data B2B avec, en dehors du tissu économique français dans son ensemble, deux spécialités, deux surspécialités, une sur les données de flotte automobile et l'autre, donc B2B, et l'autre sur des données du monde de la santé. On fait aussi de la distribution donc, de ces datas, donc soit via des outils, alors soit en livraison directe, soit via des outils de consultation des API. On fait aussi de la statistique B2B beaucoup, et on fait du traitement de la data, c'est d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui, donc du dédoublonnage, de la dédupe, de la RNBP et du sirénage. Donc, je voulais faire un topo sur le sirénage aujourd'hui parce que ça paraît toujours un peu mystérieux et ça mérite bien d'être un peu plus simplifié. Donc, je vous présente grosso modo le sommaire. Donc, le siret Kwakubé, comme disent les jeunes, qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment c'est constitué. Le sirénage, pourquoi faire. Donc, comment les acteurs, les annonceurs viennent nous voir pour nous demander d'implanter le siret sur leur base. Après, on rentrera dans le vif du sujet. Le sirénage, comment ça se passe? Donc, les traitements préalables au rapprochement, parce qu'il faut comparer ce qui est comparable. Un topo sur les algorithmes de rapprochement automatique, ce qu'on fait en rapprochement semi-manuel et manuel avec des équipes qui sont tout à fait rompues au sujet. Les traitements complémentaires, parce que effectivement, on ne va pas s'arrêter à trouver un siret simple. Faut savoir ce qu'on en fait, les enrichissements disponibles, et puis ce qu'on envisage après, parce que sirétiser une base, c'est un investissement, il ne faudrait pas que ça se perde. Donc le siret, c'est quoi? Donc on a la chance en France d'avoir l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE pour les intimes. Et grâce à l'INSEE, on a accès effectivement au SIRET. Le SIRET, c'est donc le système d'identification du répertoire des établissements. Il est constitué de deux parties distinctes, ce qu'on appelle le SIRAN, le système d'identification du répertoire des entreprises, et un numéro supplémentaire à 5 positions, le SIRAN en faisant 9, qu'on appelle le NIC, qui est un numéro interne de classement. La différence entre les deux, c'est que le SIRAN va être commun à tous les établissements d'une même entreprise. Je ne parle pas de groupe, je parle d'entreprise au sens économique du terme. Donc, on va avoir un SIRAN pour tous les établissements, donc un siret siège, et différents sirets pour les établissements secondaires qui auront tous la même racine, donc le même SIRAN. Faut savoir qu'en France, grosso modo, des sirets actifs à l'heure actuelle, on en compte 15 millions. Dont un peu moins de 10 millions, 9 millions 7 qui sont des actifs dits diffusibles, d'accord, qui ont un intérêt économique pour nos clients. On va faire le tri entre des sirettes qu'on va juger non diffusibles, principalement des sirettes de SCI qui sont en général des structures qu'on monte à titre privé, des éco-gérants, de personnes physiques, bref, tout un tas on va dire, d'entités qui ont un siret, mais qui n'ont pas d'intérêt économique pour nos clients. Néanmoins, on a bien tous les sirets actifs en base et tous les sirets inactifs depuis à peu près 30 ans, ce qui fait qu'on possède un fonds documentaire avec un peu plus de 30 millions de sirets dedans, qu'ils soient actifs, diffusibles ou non actifs, et qui vont bien nous servir pour faire les rapprochements dont on va parler. En France, tout le monde a plus ou moins un siret, toutes les entreprises ont un siret. Il suffit d'en faire la demande via le guichet des formalités des entreprises. Une grande partie des associations en possèdent un aussi. À partir du moment où une association est créée et elle a besoin d'établir un relationnel avec l'administration française pour demander des subventions, par exemple, elle aura un siret. Si c'est une association qui emploie des salariés, elle aura un siret. Si c'est une association assujettie à la TVA, elle aura un siret. Donc on trouve effectivement des sirettes sur tout et n'importe quoi, y compris dans le monde public.
Alors le sirénage, pourquoi faire? Donc à quoi ça sert d'implanter un siret sur des enregistrements qu'on a dans son CRM? Ça a plein d'intérêts en fait. Comme le siret est un numéro identifiant unique pour chaque établissement économique en France, ça passe une clé de rapprochement unique à 14 positions, donc ça permet de chasser les doublons dans sa base client, ça permet de valider ce qu'on a, parce que dans les bases clients, on trouve des fois des erreurs de saisie, en particulier dans les sirettes ou les sirens. Donc ça permet de valider ce qu'on a déjà et d'enrichir ce qui manque. Ça permet de détecter les inactifs, puisqu'une fois qu'on a du siret, on sait si c'est un siret actif diffusible ou un siret non actif, donc non diffusible. Ça permet d'enrichir en données INSEE, ça permet d'enrichir en données de contactabilité, ça permet de réactiver des sirettes qui peuvent paraître inactifs mais qui ne le sont pas, on verra ça plus tard. Ça permet d'enrichir en données financières, etc., de connaître des profils de ses clients, trouver des prospects jumeaux et de se lancer dans un processus de mise à jour dit le cercle vertueux. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment ça se passe techniquement parlant? On va essayer de faire simple. Donc, on a une partie de traitement préalable. Parce que quand on reçoit une base client, on la reçoit parfois dans un état un peu limite. Donc, si on veut comparer une base client à notre fonds documentaire, ce fonds documentaire dont je vous parlais tout à l'heure et qui comprend 30 millions d'enregistrements actifs et non actifs, il faut que les choses soient comparables. Donc, il faut que les adresses soient bien ventilées, qu'elles soient redressées au sens normalisation postale du terme. Donc, on commence par passer tous les fichiers qu'on reçoit à la RNVP, ce qui nous permet de détecter et d'éliminer, de sortir du traitement ce qu'on appelle les rejets non exploitables, qui vont l'être pour cause soit de manque d'informations nécessaires, un fichier où j'ai pas de code postal, où j'ai pas de ville, je vais pas pouvoir l'exploiter parce que c'est une clé de rapprochement qui est essentielle. En revanche, un fichier où je vais avoir une zone adresse qui va être incomplète, où j'ai une raison sociale, un code postal et une ville, je vais la prendre en compte parce que je peux trouver des échos dans mon fonds documentaire. Si j'ai pas de code postal, pas de ville, je ne vais pas l'exploiter. De même que les adresses étrangères vont être éliminées à ce stade parce que le SIRET, c'est une donnée franco-française et que je ne vais pas avoir d'informations sur des adresses belges, luxembourgeoises, suisses, etc. Je vais aussi, après la RNVP, mettre de côté, du moins sortir du traitement, ce qu'on appelle les cas particuliers, donc des insirénables. Les insirénables, ils sont en général de deux ordres, soit ce sont des codes postaux Monaco ou de la Polynésie française, parce que je n'ai pas de siret dessus. Donc je vais les mettre de côté. Ou ce sont des codes postaux qui sont liés à des établissements de la défense nationale, des casernes, des sites d'armement, des silos, ce qu'on veut. Et donc là, c'est l'INSEE qui nous demande de ne pas diffuser ces informations pour des raisons sécuritaires assez évidentes. Donc ça nous permet de les toper et de les mettre de côté. Et enfin, on procède à un dédoublonnage, donc là, du fichier client. Il faut que ce soit un dédoublonnage parfait, même raison sociale, même numéro dans la voie, même code postal, même ville, parce que on ne va pas faire 3 fois le même travail si on a 3 doubles dans une base client. Il faut savoir que dans les bases qu'on reçoit, elles peuvent être structurées par établissement. Donc, on peut avoir des établissements dits uniques, bien qu'on trouve tout le temps des doublons dans les bases de nos clients, mais aussi des bases qui sont structurées par contact nominatif. Donc, si j'ai 10 interlocuteurs dans une entreprise, régulièrement, je reçois 10 fois la même entreprise avec un interlocuteur différent pour chaque ligne, mais pour moi, je traite bien un seul et unique établissement. Donc, on détecte ce qu'on appelle les énièmes de groupe, c'est-à-dire les doubles. On va garder les uniques et les premières de groupe pour les rentrer dans notre traitement. Une fois qu'on a fait tout ça, on se retrouve avec une base ici, donc d'unique exploitable en entrée de traitement. On est prêt pour lancer ce qu'on appelle le vrai traitement de sirénage. Ce vrai traitement de sirénage, on va aller du plus simple vers le plus complexe. Dans ce qu'on reçoit au début, d'accord, on peut, dans les uniques exploitables en entrée de traitement, avoir des enregistrements qui ont déjà un siret ou déjà un siran en entrée de traitement.
Donc, on va commencer par regarder cela de près et voir si effectivement on a un correspondant qui soit le même dans notre fond documentaire. Donc, on commence par regarder si la clé siret-siran est la bonne, parce que c'est pas parce qu'on a 14 chiffres dans un champ que c'est nécessairement 9 ou 14 chiffres, un siret ou un siran. Donc, on a un algorithme qui nous permet de vérifier qu'on a bien affaire à un siret et à un siran, d'accord? Si c'est pas le cas, on met l'enregistrement de côté, il sera traité dans une phase complémentaire. Si c'est le cas, on continue. Dans la continuation, on confronte donc ces sirets et ces sirans valides avec notre fond documentaire pour savoir si ce qu'on a dans la base de nos clients, c'est exactement la même chose qu'on va trouver dans notre base de référence, dans notre fond documentaire. Si c'est pas rapproché, on met de côté, traitement en phase 2. Si c'est rapproché, si on trouve la même chose, on valide, on estampille, ce sont les bonnes informations. Une fois qu'on a fini cette phase 1, d'accord, on est en rapprochement automatique, on est toujours en rapprochement automatique, mais là, on va être en rapprochement automatique plus large, c'est la phase 2. La phase 2, on a pris les enregistrements qui n'avaient pas de siret ou de siran à d'origine, d'accord, plus ceux qui ont été non validés en phase 1, d'accord. Et là, on va confronter aux 30 millions d'enregistrements du fond documentaire. Et on va trouver 3 types de correspondances. Des correspondances uniques, l'algorithme va nous dire, c'est bon, j'ai un bon résultat, avec la raison sociale et l'adresse que vous me donnez, je trouve effectivement une correspondance unique dans le fond de documentaire et c'est la bonne. Soit j'en trouve plusieurs, d'accord, parce qu'on va avoir effectivement plusieurs possibilités avec des petites différences. Je vais vous montrer un exemple assez parlant à la slide d'après. Soit je ne trouve pas de correspondance du tout, ou alors j'ai une note de rapprochement qui est tellement faible, on considère qu'il n'y a pas de correspondance. Les 100 correspondances plus les concordances fortes et les concordances moyennes, parce qu'on va avoir effectivement des notes de rapprochement, des correspondances multiples qui ne vont pas être les mêmes en fonction des données qu'on va trouver dans le fond documentaire. On peut avoir effectivement des possibilités très proches ou des possibilités moins proches. On va passer en traitement de phase 3. Je vous montre effectivement, parce que c'est assez parlant, un exemple de concordance où là on est sur de la concordance forte, d'accord. Dans la base client, qu'est-ce qu'on trouve classiquement? Un EDF 100 Esplanade du Général de Gaulle 92 932 La Défense. Et dans notre fond documentaire, on a 4 possibilités, d'accord, qui sont quand même très très proches, vous en conviendrez. À part dans la dernière où on a un code postal qui est un peu différent, parce qu'on est en 933 au lieu de 932. Les 3 premières ont effectivement toutes 100 Esplanade Général de Gaulle à La Défense, même si l'adresse physique, l'adresse officielle n'est pas tout à fait la même que celle du client, mais on trouve effectivement 4 réponses très proches les unes des autres. Si je devais faire le rapprochement, moi, en tant que plateau de rapprochement, je prendrais probablement la 3e, parce que c'est celle qui me paraît EDF Renouvelable France, peut-être la plus proche de ce que cherche le client. Mais ça aussi, dans nos capacités de rapprochement manuel, on discute beaucoup avec nos clients pour connaître quelle est leur activité, ce qu'ils cherchent exactement et s'ils ont des directives précises à donner au rapprochement, au plateau de rapprochement manuel. Je vous montre comment ça se passe la phase 3. Donc la phase 3, donc ce traitement où on va faire intervenir un plateau avec des vrais gens dedans qui vont faire des rapprochements. Donc soit ils sont en correspondance multiple, donc forte ou moyenne, et ils vont avoir en face de l'enregistrement issu de la base client un certain nombre d'enregistrements issus de notre fond documentaire et on va leur demander de faire un choix. D'accord. Donc, en moyenne, ce plateau rapproche 90% des concordances fortes, le cas qu'on a vu précédemment avec EDF, et environ 60% des concordances moyennes, d'accord, parce que on va trouver un peu à boire et à manger et qu'il va falloir faire un peu plus de trucs pour trouver la bonne correspondance. Et si on veut aller au bout des traitements, nos 100 correspondances où on n'avait pas grand-chose à mettre en face des enregistrements du client, on peut aller les chercher dans le dur. Donc là, on n'a pas de possibilité en face, mais on peut demander à un opérateur d'aller chercher soit dans le fond documentaire, soit hors du fond documentaire directement sur des moteurs de recherche pour voir s'il retrouve la société en question. Et donc, comme à l'origine, c'est 100 correspondances, on va en valider bien moins, d'accord. On va valider environ 20%.
Et là, on a effectivement l'intégralité du traitement de sirénage. On a trouvé ou validé un SIRET sur les enregistrements du client d'origine. Il faut savoir qu'en moyenne, sur ce qu'on traite, on arrive à enrichir 90% des enregistrements du client. Il y en a toujours à peu près 10% qu'on n'arrive pas à rapprocher. Et on préférera toujours ne pas rapprocher un SIRET qu'on a trouvé dans notre fonds documentaire sur un enregistrement du client si on trouve ça douteux. En général, quand on rapproche, c'est qu'on est à peu près sûr de notre coup, même si le 100% de bonnes réponses n'existe pas dans ce métier nulle part ailleurs. On est effectivement assez sûr de ce qu'on fait. Ça fait un petit moment qu'on exerce dans ce métier. On a eu le temps de rôder nos équipes et nos outils. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a le SIRET? Parce que le SIRET, une fois qu'on l'a effectivement enrichi sur la base de nos clients, il peut être de deux sortes. Ce SIRET, il peut être actif, tout va bien, d'accord, ou il peut être inactif au sens INSEE du terme, c'est-à-dire que le SIRET de l'établissement que nous avons enrichi n'est pas actif à l'adresse donnée. Donc ce SIRET inactif, il peut être inactif parce qu'il est inactif au sens où on l'entend tous, c'est-à-dire qu'il est en cessation d'activité, la boîte est morte, elle a mis la clé sous la porte, ou il peut être inactif parce que dans la base de notre client qui peut être assez ancienne, on va trouver des déménagés qui n'ont pas été modifiés dans la base client. On va effectivement trouver une entreprise à une adresse qui est inactive, mais on sait parce qu'on chaîne les déménagements et les fusions des SIRET sur ces 30 dernières années, que cet établissement-là qui se trouvait avenue Charles de Gaulle à Neuilly n'est plus là, mais il est avenue Poincaré à Paris, d'accord? Donc on peut proposer au client, s'il le souhaite, de lui implanter le nouveau SIRET de l'établissement et donc sa nouvelle adresse et les nouvelles données de l'INSEE qui y sont associées. On le fait systématiquement parce que c'est vraiment une véritable valeur ajoutée pour nos clients de se dire que sur, grosso modo, 15 à 20% des cessations contenues dans sa base, qui est une moyenne de ce que nous traitons actuellement, on va avoir sur ces 15 à 20 cessations, en moyenne aussi, entre 40 et 50% d'établissements qui ne sont pas réellement en cessation, mais qui sont juste des déménagés. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a récupéré les SIRET actifs? On peut les enrichir de plein de choses en fait. Le SIRET étant une clé de rapprochement, on peut les enrichir en données de contactabilité de type téléphone fixe, téléphone mobile, email. On peut les enrichir en contact, on peut les enrichir en données de flotte automobile, on peut les enrichir en données de chiffre d'affaires, on peut les enrichir en liens capitalistiques et en toute autre donnée qui sont disponibles sur le marché. À partir du moment où on a une clé de rapprochement qui est unique, qui est le SIRET, on peut parler, échanger avec d'autres bases de données qui contiennent effectivement des éléments intéressants qui sont reliés à ces SIRET. Et puis, à quoi ça sert aussi, une fois qu'on a, en dehors des enrichissements qu'on peut faire naturellement, qu'est-ce qui est intéressant dans le fait d'avoir un SIRET? C'est que comme ce SIRET vous permet de récupérer tout un tas d'informations qui sont issues de l'INSEE ou d'ailleurs, ça permet de faire un profilage client. Ça arrive souvent dans des entreprises qui ont, on va dire, une offre assez généraliste, qui n'ont pas un cœur de cible préétabli. Souvent, les gens me disent, je ne sais plus trop ce que c'est mon client type ou vers qu'est-ce qu'il va falloir que je prospecte en fait. Donc, à partir de cette information, on peut faire intervenir des statisticiens qui effectivement vont brosser un portrait d'un client type. Une fois qu'on a un client type, on va chercher ce qu'on appelle les jumeaux, ou pour reprendre la terminologie actuelle, les lookalikes. Donc, on va chercher effectivement dans la grande série, dis-moi qui sont tes clients, je te dirai qui sont tes prospects. On va chercher des prospects qui ressemblent aux clients de nos clients, d'accord, dans nos bases ou dans d'autres bases. Et bien sûr, puisqu'on a le SIRET maintenant dans la base client qu'on a enrichi, on ne va pas prendre les mêmes. On va faire un repoussoir sur SIRET pour que le client puisse démarcher, acquérir ou louer des prospects qui ressemblent à son cœur de cible et qu'il n'a pas en base. Ça permet aussi de faire de la mise à jour, soit de la mise à jour du stock,
Donc, on peut dire effectivement 1 fois, 2 fois par an, 3 fois par an, on va relivrer les sirettes qu'on a enrichies dans la base client avec les données NC qui vont avec. On va les relivrer en mode annuler-remplace, on ne va relivrer que les mouvements, on va livrer ceux qui ont déménagé. Bref, on peut effectivement mettre en place un processus de mise à jour, donc de mise sous surveillance des sirettes livrées, ou on peut, via des outils de consultation là au coup par coup, faire de la mise à jour au fil de l'eau, parce qu'une fois qu'on a le siret, c'est assez simple de savoir quand il bouge. Un petit topo effectivement sur l'organisation interne qui permet d'arriver à ces bons résultats. On a effectivement, on sait gérer l'avant, alors le pendant et l'après. Je dis l'avant, il a son importance. À l'avant, c'est plutôt, on va dire, le boulot de l'équipe commerciale qui va pas mal discuter avec les clients pour savoir ce que c'est que leur attente, qu'est-ce qu'ils en espèrent, quels sont les prérequis essentiels. Je vous donne un exemple tout simple. Si on est sur un généraliste au niveau, un généraliste, quelqu'un qui a effectivement une offre généraliste qui s'adresse à l'ensemble du tissu économique français, c'est pas la même chose que sirétiser la base d'un, on va dire, d'un éditeur de presse spécialisé électricien, par exemple. Dans un cas, au niveau des rapprochements manuels, on va avoir on va dire des prérequis qui sont de bon sens et qui nous semblent généralistes, c'est-à-dire que quand on arrive à l'étape du rapprochement manuel, si on a le choix entre 2 établissements qui sont à la même adresse et qui ont la même raison sociale, parce qu'on peut avoir plusieurs sirettes, on l'a vu avec EDF, reliées à une même adresse avec une raison sociale équivalente, on va faire des rapprochements qui vont être de bon sens. Si j'ai le choix entre un établissement secondaire et un siège, je vais prendre le siège. Entre un actif et un inactif, je vais prendre l'actif. Entre un gros et un petit, je vais prendre plutôt le gros, etc. En revanche, si j'ai affaire à un cœur de cible ultra défini de type éditeur de presse pour des électriciens, si j'ai le choix entre, avec une même raison sociale à la même adresse, un électricien et un plombier, je vais prendre l'électricien. Et ça, c'est le client qui va nous le dire, d'accord, qui va nous donner cette directive. Donc, l'écoute dans l'élaboration du projet, elle est super importante. On fait en général aussi des audits de sirénage quand on a un volume un peu conséquent, parce que l'audit, c'est la partie automatique du sirénage. Sans qu'on livre les données, on livre les statistiques. Donc, on récupère un PowerPoint qui est super détaillé, qui permet de donner des informations sur comment est structurée la base client, qu'est-ce qu'on peut espérer rapprocher en automatique, qu'est-ce qu'on peut espérer rapprocher en manuel, en complément, c'est quoi le taux de cessation, etc. Et c'est quoi le budget qui va avec. Et en règle générale, une fois qu'on a fait un audit par rapport à la réalité, la différence, elle est de l'ordre de 1 ou 2%, et ça s'arrête là, parce qu'on a fait effectivement l'essentiel du travail avant. Donc, on a une phase préparatoire qui est super importante. Le pendant, il est géré par une équipe technico-commerciale qui est responsable du projet et qui est assez rompue à ce genre de traitement. Donc, un ingénieur technico-commercial qui va prendre en main tous les traitements, la réception du fichier, les traitements préalables, la vérification des listes, la vérification d'échantillons pour voir si effectivement on est bien dans la plaque, etc. Et une assistante technico-commerciale qui va effectivement gérer les transmissions des fichiers, etc. Ils vont utiliser les algorithmes qui existent depuis un petit moment, qui sont paramétrables et évolutifs en fonction des désirs de nos clients, d'accord. Et puis, il va y avoir un plateau de rapprochement annuel qu'on va dimensionner en fonction de votre urgence, en fonction des directives que vous allez nous donner, pour qu'effectivement, on puisse avoir, on va dire, un délai raisonnable de traitement. Voilà, l'écrasante majorité des bases que je reçois à traiter font entre 5000 et 20 000 adresses et sont traitées de A à Z, grosso modo, entre 5 et 10 jours. Il faut compter à peu près ça, parce que le plateau manuel est capable de traiter beaucoup d'enregistrements, mais il faut quand même lui laisser le temps de le faire. Et puis, il y a le après. Le après, c'est quand on va livrer les données à nos clients en restitution. Elles vont être accompagnées, bien sûr,
deux documents, un document PowerPoint, un document qui récapitule toutes les étapes du traitement et ce qui a pu, les résultats statistiques, un document qui sert à l'intégration des données, où on nomme tous les fichiers qu'on envoie, pourquoi, comment ils s'appellent, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. Et il y a toujours l'ingénieur technico-commercial qui est en charge du projet, qui va être à disposition de nos clients si il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas, s'ils ont besoin d'une aide particulière pour la réintégration des données, ou s'ils ont des questions à poser sur des rapprochements qui leur semblent bons ou moins bons, etc. On est prêt, on est là pour expliquer effectivement ce qu'on a fait depuis le début. Voilà, j'espère avoir fait un petit tour de la question. Je vais enlever le partage de mon écran pour vous voir parce que je ne vois pas depuis le début. Et puis, je vais prendre vos questions si jamais il y en a. Alors, attendez, hop, le temps que je m'échappe. Voilà, hop. Alors, j'ai pas regardé. Je regarde, hop, voilà. Non. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que tout vous paraît clair? J'ai tenu le timing de mon côté quasiment à la minute près. Merci Anaï, qui me dit que c'était très clair. Est-ce que Thomas, tu as révisé efficacement? Oui, merci pour la piqûre de rappel. Justement, tu me donnes la parole, j'en profiter, ça animera le débat. Moi, j'ai une question par rapport aux outils, sans rentrer bien sûr dans le secret défense. Est-ce que vous faites appel à des outils internes, des outils externes, les deux? Alors, pour ce qui est de la RNVP, on ne va pas se cacher qu'on utilise les outils de la maison, entre guillemets, à savoir les outils Amabis, qui nous permettent effectivement de faire des traitements de RNVP classiques. Et pour les outils de rapprochement, là, c'est du 100% interne, développé depuis, j'allais dire des années, mais je peux même dire des décennies maintenant. Développé, modifié, amélioré, on a créé des algos de rapprochement, on a créé des dictionnaires parce que effectivement on a des raisons sociales qui reviennent régulièrement dans les bases de nos clients et qui sont pas nécessairement les mêmes que des raisons sociales administratives au sens initial du terme, donc ça nous fait gagner du temps. Oui, tout à fait. On a la chance d'avoir avec nous Sylvain Potier, qui est un brillant ingénieur technico-commercial de chez nous, qui est un pro du sirènage. Sylvain, si tu veux rajouter quelque chose. Hop, voilà, j'ai enlevé mon micro. Je remets un peu l'image pour ceux qui ne me connaissent pas. Sur la technique pure, oui, comme tu disais, les traitements existent depuis les années 90, ont été améliorés, enrichis depuis presque 30 ans. On n'utilise que des outils internes qui sont eux aussi maintenus et qui évoluent au fil du temps. Après, hormis la RNVP qu'on va chercher chez nos amis Amabis, il n'y a rien d'autre qui vient de l'extérieur. Donc, c'est vraiment un savoir-faire purement Smart Data for Lead. Sur les outils, après, je ne veux pas en dire plus, parce que comme ce n'est pas des outils marché, il n'y a pas trop d'intérêt d'expliquer nos propres outils. Mais voilà. Après, concernant le sirènage en lui-même, donc Pierre a tout balayé. Concernant les formats des fichiers acceptés en entrée, relivrés en sortie, on s'adapte à peu près à tout ce qui existe sur le marché, que vous préfériez travailler sur des fichiers texte, sur des fichiers Excel, sur des exports spécifiques, le format de restitution, tout ça, on arrive vraiment à s'adapter au plus près de vos besoins. On a des restitutions dites standards, mais le standard qu'on livre, c'est presque un début de discussion avec l'IT de nos clients pour s'adapter au mieux et permettre aux clients d'intégrer le sirènage de la meilleure façon possible, parce que le but, c'est de pouvoir intégrer tout ce qu'on livre, sinon il n'y a pas trop d'intérêt. Donc voilà, donc on essaie de s'adapter à tout le monde. On y arrive dans la plupart des cas. Voilà. Merci Sylvain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'abord d'avoir participé à cette réunion.
à vous souhaiter une bonne après-midi, un bon Beaujolais pour ceux qui vont le goûter. Et puis, et puis peut-être à une autre fois pour un autre webinaire technique. Merci à vous tous.